Chapitre 19. L'espace, le temps, la Terre. Dans les pages qui précèdent, nous avons attiré l'attention sur le fait que l'homme traditionnel et l'homme moderne ne se différencient pas seulement par leur mentalité et leur type de civilisation. La différence porte également sur les possibilités mêmes de l'expérience, sur la façon de les vivre dans le monde de la nature, donc sur les catégories de la perception et la relation fondamentale entre le moi et le non-moi. L'espace, le temps, la causalité ont eu pour l'homme traditionnel un caractère très différent de celui qui correspond à l'expérience de l'homme des époques plus récentes. L'erreur de ce qu'on appelle la gnoséologie ou théorie de la connaissance, à partir de Kant, est de supposer que ces formes fondamentales de l'expérience humaine ont été toujours les mêmes et en particulier celles qui sont familières à l'homme actuel. En réalité, on peut constater à cet égard aussi une transformation profonde, conforme au processus général d'involution. Nous nous bornerons ici à examiner la différence en question pour ce qui est de l'espace et du temps. En ce qui concerne le temps, le point fondamental a déjà été indiqué dans l'introduction. Le temps des civilisations traditionnelles n'est pas un temps historique. Il n'y a pas d'expérience du devenir. Le temps, le devenir sont immédiatement reliés à ce qui est supérieur au temps, de sorte que la perception s'en trouve spirituellement transformée. Pour éclaircir ce point, il est utile de préciser ce que le temps signifie aujourd'hui. Il est l'ordre simple et irréversible d'événements successifs. Ces parties sont homogènes les unes par rapport aux autres et de ce fait mesurables comme une quantité. En outre, il comporte la différenciation de l'avant et de l'après, passé et futur, par rapport à un point de référence tout à fait relatif, le présent. Mais le fait d'être passé ou futur, situé à un moment ou à un autre du temps, ne confère aucune qualité particulière à un événement donné. Il le relie à une date et c'est tout. Il existe en somme une sorte d'indifférence réciproque entre le temps et ses contenus. La temporalité de ces contenus signifie simplement qu'ils sont portés par un courant continu qui ne revient jamais en arrière et dont au fond chaque point, bien qu'il soit toujours différent, est cependant toujours égal à n'importe quel autre. Dans les conceptions scientifiques les plus récentes, comme celles de Minkowski ou d'Einstein, le temps perd même ce caractère. On parle en effet de la relativité du temps comme quatrième dimension de l'espace, et ainsi de suite. Ce qui signifie que le temps devient un ordre mathématique, absolument indifférent aux événements, qui peuvent se trouver dans un avant plutôt que dans un après, uniquement en fonction du système de référence choisi. L'expérience traditionnelle du temps est d'une nature toute différente. Le temps n'y est pas une quantité, mais une qualité. Non une série, mais un rythme. Il ne s'écoule pas uniformément et indéfiniment, mais se fractionne en cycles, en périodes, dont chaque moment a une signification et donc une valeur spécifique par rapport à tous les autres, une individualité vivante et une fonction. Ces cycles ou périodes, la grande année chaldéenne et hellénique, le séculum étrusco-latin, l'éon iranien, les soleils aztèques, les kalpas hindous, etc., représentent chacun un développement complet, formant des unités closes et parfaites, donc identiques, en se répétant. Elles ne changent pas et ne se multiplient pas, mais se succèdent selon une heureuse expression comme une série d'éternités. S'agissant d'un ensemble non pas quantitatif mais organique, la durée chronologique du séculum pouvait aussi être flexible. Des durées quantitativement inégales pouvaient être considérées comme égales du moment que chacune d'elles contenait et reproduisait tous les moments typiques d'un cycle. C'est pourquoi on voit revenir traditionnellement des nombres fixes, par exemple le 7, le 9, le 12, le 1000, qui n'expriment pas des quantités, mais des structures typiques de rythme, permettant d'ordonner des durées matériellement différentes, mais symboliquement équivalentes. Le monde traditionnel connut aussi, au lieu de la séquence chronologique indéfinie, une hiérarchie fondée sur les correspondances analogiques entre les grands cycles et les petits cycles, et aboutissant, à vrai dire, à une sorte de réduction de la multiplicité temporelle à l'unité supratemporelle.
le petit cycle reproduisant analogiquement le grand cycle, on disposait virtuellement ainsi d'un moyen de participer à des ordres toujours plus vastes, à des durées toujours plus libres de tout résidu de matière ou de contingence, au point de rejoindre, pour ainsi dire, une sorte d'espace-temps, une structure immuable à travers laquelle transparaissent des significations éternelles. En ordonnant le temps d'en haut, de manière que chaque durée se répartisse en périodes cycliques reflétant cette structure, en associant à des moments déterminés de ces cycles des célébrations, rites ou fêtes destinés à réveiller ou à faire pressentir les significations correspondantes, le monde traditionnel, à cet égard aussi, a agi dans le sens d'une libération et d'une transfiguration. Il a arrêté le flux confus des eaux. Il y a créé cette transparence à travers le courant du devenir, qui permet la vision de l'immobile profondeur. On ne doit donc pas s'étonner que le calendrier, base de la mesure du temps, ait eu autrefois un caractère sacré et ait été confié à la science de la caste sacerdotale, ni que certaines heures du jour, certains jours de la semaine et certains jours de l'année aient été consacrés à certaines divinités ou reliés à certains destins. Il en reste d'ailleurs une trace dans le catholicisme qui connaît une année constellée de fêtes religieuses et de jours plus ou moins marqués par des saints, des martyrs ou des événements sacrés, où se conserve encore comme un écho de cette antique conception du temps rythmée par le rite, transfigurée par le symbole, formée à l'image d'une histoire sacrée. Le fait que pour fixer les unités de rythme, on adopta traditionnellement les étoiles, les périodes stellaires et surtout les points de la course solaire, est donc loin de venir à l'appui des interprétations dites naturalistes. Le monde traditionnel, en effet, ne divinisa jamais les éléments de la nature et du ciel, mais à l'inverse, s'en servit comme de support pour exprimer analogiquement des significations divines, significations perçues directement par des civilisations qui ne considéraient pas le ciel superficiellement ni comme des bêtes au pâturage. On peut même admettre que le parcours annuel du Soleil fut primordialement le centre et l'origine d'un système unitaire, dont le calendrier n'est qu'un aspect, qui établissait de constantes interférences et de constantes correspondances symboliques et magiques entre l'homme, le cosmos et la réalité surnaturelle. Les deux courbes de la descente et de la montée de la lumière solaire dans l'année apparaissent en fait comme la réalité perceptible la plus immédiate pour exprimer le sens sacrificiel de la mort et de la renaissance. Le cycle constitué par la voie obscure descendante et par la voie lumineuse ascendante. Nous aurons à nous référer par la suite à la tradition selon laquelle la région correspondant aujourd'hui à l'Arctique fut le siège originel des souches qui créèrent les principales civilisations indo-européennes. On peut penser que lorsque se produit la glaciation arctique, la division de l'année en une seule nuit et un seul jour est fortement dramatisée l'expérience du parcours solaire, au point d'en faire un des meilleurs supports pour exprimer les sens métaphysiques indiqués en les substituant à ce qui, comme pur symbolisme polaire, et non encore solaire, se rapportait à des périodes plus lointaines. Les constellations zodiacales se prétendent d'une façon naturelle à la fixation des moments de ce développement. Articulation du dieu année, le nombre 12 se trouve être un des sigles de rythme, qui reviennent le plus fréquemment à propos de tout ce qui a le sens d'une réalisation solaire, et il figure aussi partout, c'est constituer un centre ayant d'une façon ou d'une autre incarné ou cherché à incarner la tradition urano-solaire, et partout où le mythe ou la légende ont exprimé sous forme de figuration ou de personnification symbolique un type de régence analogue. Mais dans le parcours duodécimal du Soleil à travers 12 signes zodiacaux, il est un moment critique qui a une signification particulière. C'est celui qui correspond au point le plus bas de l'écliptique, le solstice d'hiver, fin de la descente, début de la remontée, séparation de la période obscure et de la période lumineuse. Selon des représentations qui remontent à la haute préhistoire, le dieu année apparaît ici comme la hache ou le dieu hache, qui coupe en deux parties le signe circulaire de l'année ou d'autres symboles équivalents. Spirituellement, c'est le moment typiquement triomphal de la solarité, présenté dans différents mythes comme le résultat victorieux de la lutte d'un héros solaire contre des créatures représentant le principe ténébreux, souvent avec une référence au signe zodiacal dans lequel se trouve, selon les âges, le solstice d'hiver. Cette séparation
qui est une résurrection, est aussi une initiation à une vie nouvelle, à un nouveau cycle, natalis di solis invicti. Les dates correspondant à des situations stellaires susceptibles, comme la situation solsticiale, d'exprimer en termes de symbolisme cosmique des vérités supérieures, restent d'ailleurs pratiquement inchangées lorsque la tradition change de forme et se transmet à d'autres peuples. Une étude comparée permet de relever facilement la correspondance et l'uniformité des fêtes et des rites calendaires fondamentaux, grâce auxquels le sacré était introduit dans la trame du temps, afin d'en fractionner la durée en autant d'images cycliques d'une histoire éternelle que les phénomènes de la nature venaient rappeler et rythmer. Le temps présentait en outre dans la conception traditionnelle un aspect magique. Chaque point d'un cycle ayant en vertu de la loi des correspondances analogiques son individualité, la durée déroulait la succession périodique de manifestations typiques d'influence et de pouvoir déterminés et comportait donc des temps propices et non propices, fastes et néfastes. Cet aspect qualitatif du temps constituait un élément essentiel de la science du rite. Les parties du temps ne pouvaient être considérées comme indifférentes par rapport aux actions à accomplir, mais présentaient au contraire un caractère actif dont on devait tenir compte. Chaque rite avait donc son temps. Il devait être exécuté à un moment déterminé en dehors duquel sa vertu se trouvait amoindrie ou paralysée, sinon même orientée vers un effet opposé. À certains égards, on peut se déclarer d'accord avec ces auteurs qui ne voient dans l'ancien calendrier que l'ordre de périodicité d'un système de rites. D'une façon plus générale, on connut des disciplines comme les sciences augurales, dont l'objet consistait à rechercher si tel moment ou telle période était ou non propice à la réalisation d'une action déterminée. Nous avons déjà fait allusion à la place que tenait ce genre de préoccupation même dans l'art militaire romain. Il convient de remarquer que tout cela ne correspond aucunement à un fatalisme, mais exprime plutôt l'intention permanente de l'homme traditionnel de prolonger et de compléter sa propre force par une force non humaine, en découvrant les moments où deux rythmes, le rythme humain et celui des puissances naturelles, peuvent, par une loi de syntonie, d'action concordante et de correspondance entre le physique et le métaphysique, devenir une seule chose, au point d'entraîner dans l'action des pouvoirs invisibles. Ainsi se trouve à nouveau confirmée la conception qualitative du temps vivant, où chaque heure et chaque instant a son visage et sa vertu, et où, sur le plan le plus élevé, le plan symbolico-sacré, existent des lois cycliques développant identiquement une chaîne ininterrompue d'éternité. Il en découle une conséquence qui n'est pas sans importance. Si traditionnellement le temps empirique fut rythmé et mesuré par un temps transcendant, ne contenant pas des faits mais des significations, et si c'est dans ce temps essentiellement suprahistorique qu'il faut situer le lieu où les mythes, les héros et les dieux traditionnels vivent et agissent, on doit cependant concevoir un passage en sens inverse, du bas vers le haut. En d'autres termes, il peut arriver que certains faits ou certains personnages, historiquement réels, aient répété et dramatisé un mythe, aient incarné, partiellement ou complètement, consciemment ou non, des structures et des symboles suprahistoriques. Par là même, ces faits ou ces êtres passent alors d'un temps dans l'autre, en devenant des expressions nouvelles de réalités préexistantes. Ils appartiennent simultanément aux deux temps, sont des personnages et des faits à la fois réels et symboliques, et peuvent être ainsi transportés d'une période dans une autre, avant ou après leur existence réelle, lorsque l'on considère l'élément suprahistorique qu'ils représentent. C'est pourquoi certaines recherches des savants modernes au sujet de l'historicité de divers événements ou personnages du monde traditionnel, leur souci de séparer l'élément historique de l'élément mythique ou légendaire, leurs étonnements devant les chronologies traditionnelles infantiles, certaines de leurs idées, enfin, relatives à ce qu'on appelle les évérémisations, ne reposent que sur le vide. Dans le cas en question, nous l'avons déjà dit, ce sont précisément le mythe et l'anti-histoire qui conduisent à la connaissance la plus complète de l'histoire. En outre, c'est plus ou moins dans le même ordre d'idées qu'il faut chercher le véritable sens des légendes relatives à des personnages enlevés dans l'invisible, et cependant jamais morts, destinés à se réveiller ou à se manifester à nouveau après un certain temps. Comme par exemple Alexandre le Grand,
le roi Arthur, Frédéric. Sébastien, incarnation diverse d'un thème unique transposé de la réalité dans la supraréalité. C'est ainsi enfin que l'on doit comprendre la doctrine hindoue des avatars ou incarnations divines périodiques sous les aspects de figures différentes, mais qui expriment cependant une fonction identique. Si l'homme traditionnel avait du temps, une expérience essentiellement différente de celle de l'homme moderne, des considérations analogues sont également valables en ce qui concerne l'espace. Aujourd'hui, l'espace est considéré comme le simple contenant des corps et des mouvements, indifférent en soi aux uns et aux autres. Il est homogène. L'une quelconque de ces régions équivaut objectivement à une autre, et le fait qu'une chose se trouve ou qu'un événement se déroule en un point de l'espace plutôt que dans un autre ne confère aucune qualité particulière à la nature intime de cette chose ou de cet événement. Nous nous référons ici à ce que représente l'espace dans l'expérience immédiate de l'homme moderne et non à certaines récentes conceptions physico-mathématiques de l'espace, comme espace courbe et espace non homogène pluridimensionnel. D'ailleurs, outre qu'il ne s'agit là que de schémas mathématiques, dont la valeur est purement pragmatique et auxquels ne correspond aucune expérience, les différentes valeurs que présentent les lieux de chacun de ces espaces considérés comme des champs intensifs ne se rapportent qu'à la matière, à l'énergie et à la gravitation, et en aucune manière à quelque chose d'extra-physique ou de qualitatif. Dans l'expérience de l'homme traditionnel, au contraire, et même dans les traces résiduelles de cette expérience que l'on trouve encore chez certaines populations sauvages, l'espace est vivant, il est saturé de toutes sortes de qualités et d'intensités. L'idée traditionnelle de l'espace se confond très souvent avec celle de l'éther vital, l'akasa, l'akasha, le mana, substance énergie mystique qui pénètre tout, plus immatériel que matériel, plus psychique que physique, souvent conçue comme lumière distribuée selon des saturations diverses dans les diverses régions, si bien que chacune de celles-ci semble posséder des vertus particulières et participer essentiellement aux puissances qui y résident, au point de faire pour ainsi dire de chaque lieu un lieu fatidique, avec son intensité et son individualité occulte. Dans l'expérience de l'homme traditionnel, au contraire, et même dans les traces résiduelles de cette expérience que l'on retrouve encore chez certaines populations sauvages, l'espace est vivant, il est saturé de toutes sortes de qualités d'intensité. Désolée, je viens de faire une répétition. L'expression paulinienne bien connue « nous sommes en Dieu, y vivons et nous y mouvons » peut donc s'appliquer à condition de remplacer le mot Dieu par le terme de divin, de sacrum ou de numineux, à ce qui correspondait pour l'homme traditionnel à l'espace des modernes, lieu abstrait impersonnel des objets et des mouvements. Il n'est pas possible d'examiner ici tout ce qui se fondait dans le monde traditionnel sur cette sensation de l'espace. Nous nous limiterons à quelques exemples intéressants, les deux ordres distincts auxquels nous avons déjà fait allusion, l'ordre magique et l'ordre symbolique. En ce qui concerne le second, on constate que l'espace a constamment servi de base dans l'Antiquité aux expressions les plus caractéristiques du métaphysique. La région céleste et la région terrestre, le haut et le bas, aussi bien que la verticale et l'horizontale, la droite et la gauche, et ainsi de suite, fournirent la matière d'un symbolisme typique, expressif et universel, dont une des formes les plus connues est le symbolisme de la croix. Il peut y avoir eu un rapport entre la croix à 2 dimensions et les 4 points cardinaux, entre la croix à 3 dimensions et le schéma obtenu en ajoutant à ces points les directions du haut et du bas, sans que cela justifie le moins du monde pour autant les interprétations naturalistes, géoastronomiques des symboles antiques. Il convient en effet de répéter ici ce qui a déjà été dit à propos de l'aspect astronomique des calendriers, à savoir que le fait de retrouver la croix dans la nature signifie simplement que le vrai symbolisme, loin d'être inventé artificiellement par l'homme, se trouve dans la nature même, ou pour mieux dire que la nature tout entière n'est qu'un symbole de réalité transcendante. Sur le plan magique, à chaque direction de l'espace correspondirent aussi jadis des influences déterminées, présentées souvent sous forme d'entités, de génies, etc.
La connaissance de ces correspondances ne servit pas seulement de base à des aspects importants de la science augurale et de la géomancie. Le développement de cette discipline en Extrême-Orient a été particulièrement caractéristique, mais aussi à la doctrine des orientations sacrées dans le rite et à la disposition des temples. Les cathédrales furent orientées en Europe jusqu'au Moyen-Âge, conformément à la loi des analogies et à la possibilité qu'elle comporte de prolonger l'humain et le visible dans le cosmique et l'invisible. De même qu'un moment du temps traditionnel n'équivaut pas à un autre quand il s'agit d'une action, surtout rituelle, à accomplir, de même, d'une façon plus générale, aucun point, région ou lieu de l'espace traditionnel n'équivalait à un autre, et cela s'appliquait à un ordre d'idées beaucoup plus vaste que celui auquel se rattachait par exemple le choix de lieux souterrains ou de cavernes pour certains rites, de hautes montagnes pour d'autres, et ainsi de suite. Il a existé en effet traditionnellement une véritable géographie sacrée, qui n'était pas arbitraire mais conforme à des transpositions physiques d'éléments métaphysiques. C'est à elle que se rattache la théorie des terres et des cités saintes, des centres traditionnels d'influence spirituelle sur la terre, comme aussi des ambiances consacrées en vue de vitaliser particulièrement toute action orientée vers le transcendant qui s'y développe. En général, les lieux où furent fondés les temples, ainsi que de nombreuses villes dans le monde de la tradition, ne furent pas choisis au hasard ou selon de simples critères d'opportunité, et la construction, outre qu'elle était précédée de rites déterminés, obéit à des lois spéciales de rythme et d'analogie. On n'aurait que l'embarras du choix pour réunir des exemples montrant que l'espace dans lequel se déroulaient en général les rites traditionnels n'est pas l'espace des modernes, mais un espace effectivement métaphysique, vivant, fatidique, magnétique, où chaque geste a sa valeur, où chaque signe tracé, chaque parole prononcée, chaque opération réalisée prend un sens d'inéluctabilité et d'éternité, et se transforme en une sorte de décret pour l'invisible. Mais dans l'espace du rite, il ne faut voir qu'un stade plus intense de la même sensation générale de l'espace qu'éprouvait l'homme traditionnel. Nous compléterons cet ordre de considération par un bref aperçu des mythes que l'homme antique, à en croire nos contemporains, aurait fantastiquement brodés sur les divers éléments et les divers aspects de la nature. La vérité est qu'on retrouve une fois de plus ici cette opposition entre supraréalisme et humanisme, qui distingue ce qui est traditionnel de ce qui est moderne. Le sentiment de la nature, au sens où l'entendent les modernes, c'est-à-dire de pathos lyrico-subjectif éveillé dans la sentimentalité de l'individu par le spectacle des choses, était pour ainsi dire inconnu de l'homme traditionnel. Devant les cimes des montagnes, le silence des forêts, le cours des fleuves, le mystère des cavernes et ainsi de suite, il n'éprouvait pas les impressions poétiques subjectives d'une âme romantique, mais des sensations réelles, même si elles étaient souvent confuses, du suprasensible, c'est-à-dire des pouvoirs numina qui imprégnaient ces lieux. Ces sensations se traduisaient en images variées, génie et dieu des éléments, des fontaines, des bois, etc., qui, si elles étaient déterminées par la fantaisie, ne l'étaient pas arbitrairement et subjectivement, mais bien selon un processus nécessaire. Il faut en d'autres termes se souvenir que la faculté imaginative, chez l'homme traditionnel, ne produisait pas seulement des images matérielles correspondant aux données sensibles ou des images arbitraires subjectives, comme dans le cas des rêveries ou des songes de l'homme moderne. Chez lui, au contraire, la faculté imaginative était, dans une certaine mesure, indépendante du joug des sens physiques, comme cela arrive encore de nos jours dans l'état de rêve ou sous l'effet de drogue, mais orientée de manière à pouvoir souvent recevoir et traduire en forme plastique des impressions plus subtiles, mais non pour autant arbitraires et subjectives, émanant du milieu. Lorsque dans l'état de rêve, une impression physique, le poids des couvertures par exemple, se dramatise à travers l'image d'un rocher qui tombe, il s'agit certes d'un produit de l'imagination, mais qui n'est pas pour autant arbitraire. L'image est née en vertu d'une nécessité, indépendamment du moi, comme un symbole auquel correspond effectivement une perception. On doit interpréter de la même façon ces images fabuleuses que l'homme traditionnel introduisait dans la nature. En dehors de la perception physique, il possédait une perception psychique, entre guillemets, ou subtile, des choses et des lieux correspondant aux présences qui s'y trouvaient réparties. Cette perception, recueillie par une faculté imaginative indépendante, à des degrés divers, des sens physiques,
déterminaient en celle-ci des dramatisations symboliques correspondantes, dieux, démons et génies des lieux, des phénomènes et des éléments. Si la variété des imaginations dramatisantes des diverses races, et parfois aussi des individus, a souvent eu pour résultat des personnifications différentes, derrière cette variété, l'œil expert retrouve facilement l'unité, de même qu'une personne éveillée constate aussitôt l'unité de l'impression confuse que la fantaisie onirique de plusieurs personnes peut avoir traduite par des images symboliquement différentes, mais tout à fait équivalentes cependant, si on les rapporte à leur cause objective commune distinctement perçue. Loin d'être des fables poétiques tissées sur la nature, c'est-à-dire sur ces images matérielles qui sont désormais les seules à parvenir à l'homme moderne, les mythes des anciens, leurs représentations fabuleuses fondamentales, représentèrent donc à l'origine une intégration de l'expérience objective de la nature, quelque chose qui s'introduisait spontanément dans la trame des données sensibles, les complétant par des symboles vivants, parfois même visibles, de l'élément subtil, démonique ou sacré de l'espace et de la nature. Ces considérations relatives aux mythes traditionnels qui se rattachent particulièrement au sens de la nature doivent naturellement être étendues, nous l'avons déjà dit, à l'ensemble des mythes traditionnels. Il faut admettre que ceux-ci naissent d'un processus nécessaire par rapport à la conscience individuelle. L'origine de ce processus réside dans des rapports réels, quelque inconscient et obscur qu'il puisse être souvent avec la supraréalité, rapport que la fantaisie imaginative dramatise sous des formes variées. Ainsi, pour revenir encore une fois au point signalé plus haut, ni les mythes naturalistes ou théologiques, ni même les mythes historiques ne doivent être considérés comme des adjonctions arbitraires et dépourvues de valeur objective quant aux faits et aux personnes, mais bien comme une intégration de ceux-ci, bien qu'elle se soit produite à travers les causes occasionnelles les plus diverses. Pardon. Cette intégration n'est pas due au hasard. Elle complète la sensibilisation au contenu suprahistorique de ces faits ou de ces individus historiques, qui pouvaient y être demeurés plus ou moins virtuels et imparfaits. L'éventuelle absence de correspondance entre l'élément historique et un mythe démontre donc la non-vérité de l'histoire plutôt que celle du mythe. C'est ce que pressentit Hegel quand il parla de l'impuissance, Ohnmacht, de la nature. Les développements qui précèdent font apparaître comme naturels dans le monde de la tradition l'attitude existentielle particulière qui caractérisait la relation fondamentale entre le moi et le non-moi. Ce n'est que depuis une époque relativement récente que cette relation a été marquée par une séparation nette et rigide. Originellement, les frontières entre moi et non-moi étaient au contraire potentiellement fluides et instables, au point de pouvoir être, dans certains cas, partiellement supprimées. Il en résultait la double possibilité soit d'une irruption du non-moi, c'est-à-dire de la nature, au sens de ses forces élémentaires et de son psychisme, dans le moi, soit d'une irruption du moi dans le non-moi. Le premier permet de comprendre ce qu'on a appelé dans des études consacrées à certaines coutumes où se sont conservés des résidus fossilisés des états en question, les périls de l'âme. Cette expression, perils of the soul, cette expression correspond à l'idée que l'unité et l'autonomie de la personne peuvent être menacées et atteintes par des processus d'obsession et de hantise, d'où l'existence de rites et d'institutions diverses, ayant pour but la défense spirituelle de l'individu ou de la collectivité, la confirmation de l'indépendance et de la souveraineté du moi et de ses structures. La seconde possibilité, celle d'une suppression des frontières par des irruptions dans le sens opposé, c'est-à-dire du moi dans le non-moi, conditionnait l'efficacité d'une catégorie de procédés magiques au sens étroit du terme. Les deux possibilités reposant sur une base commune, les avantages de la seconde avaient pour contrepartie les risques existentiels découlant de la première. On doit bien penser qu'à l'époque actuelle, du fait que le moi est devenu progressivement plus physique, ni l'une ni l'autre de ces possibilités n'existe plus. La possibilité active et positive, la magie, a certainement disparu, sauf sous la forme de résidus sporadiques, marginaux, insignifiants. Quant au péril de l'âme, l'homme moderne qui se vante d'être devenu finalement libre et éclairé et qui raille tout ce qui découlait dans l'antiquité traditionnelle de ce rapport différent existant entre moi et non-moi,
L'homme moderne, disons-nous, se leurre beaucoup s'il s'en croit vraiment à l'abri. Ces dangers ont seulement revêtu une forme différente qui empêche de les reconnaître pour ce qu'ils sont. L'homme moderne est ouvert au complexe de l'inconscient collectif, à des courants émotifs et irrationnels, à des suggestions de masse et à des idéologies, et les conséquences qui en résultent sont beaucoup plus catastrophiques que celles que l'on a pu constater à d'autres époques et qui étaient dues à d'autres influences. Pour en revenir à ce qui a été exposé plus haut, nous dirons quelques mots pour terminer au sujet de la signification antique de la terre et de la propriété de la terre. Traditionnellement, entre l'homme et sa terre, entre le sang et la terre, existait un rapport intime qui avait un caractère psychique et vivant. Une région déterminée, ayant, outre son individualité géographique, son individualité psychique, l'être qui y naissait ne pouvait d'un certain point de vue ne pas dépendre d'elle. Sur le plan de la doctrine, il est cependant nécessaire de distinguer deux aspects de cette dépendance, l'un naturel, l'autre surnaturel, qui correspondent à la distinction déjà indiquée entre le totémisme et la tradition d'un sang patricien purifié par un élément d'en haut. Le premier aspect concerne les êtres que rien n'a porté au-delà de la vie immédiate. Chez ces êtres, c'est le collectif qui domine, soit comme loi du sang et de la souche, soit comme loi du sol. Bien que se manifeste en eux le sens mystique de la région à laquelle ils appartiennent, ce sens ne dépasse pas le niveau de taylorisme pur. Bien qu'ils connaissent une tradition rituelle, leurs rites ne peuvent avoir qu'un caractère démonico-totémique et tendent, plutôt qu'à surmonter et à supprimer, à renforcer au contraire et à rénover la loi qui prive l'individu d'une véritable vie personnelle et le destine à se dissoudre dans la souche subpersonnelle de son sang. Un tel stade peut s'accompagner d'un régime quasi communiste, parfois matriarcal, à l'intérieur du clan ou de la tribu, mais il implique à coup sûr l'existence de ce qui chez l'homme moderne s'est éteint ou est devenu une rhétorique nationaliste ou romantique, à savoir le sens organique, vivant de sa propre terre, découlant directement de l'expérience qualitative de l'espace en général. Bien différent est le second aspect de la relation traditionnelle entre l'homme et la terre. Ici, entre en jeu l'idée d'une véritable action surnaturelle qui a lié à un territoire déterminé une influence supérieure, en écartant l'élément démonico-tellurique du sol, en lui imposant un saut triomphal, de façon à le réduire au rôle de simple substratum de force qui le transcende. Nous avons déjà trouvé une expression de cette idée dans la conviction des anciens Iraniens que la gloire, le feu céleste, vivant et triomphal, éminemment propre au roi, imprègne et domine jusqu'aux terres que la race aryenne a conquises et qu'elle possède et défend contre les infidèles et les forces au service du Dieu ténébreux. D'autre part, même à une époque plus récente, le fait que traditionnellement un lien vivant ait souvent existé entre la lance et la charrue, entre la noblesse et les populations agricoles vivant sur ces terres comporte, en dehors de son aspect empirique, une relation plus intime. Il est significatif également que des divinités aryennes, comme par exemple Mars ou Donartor, soient simultanément des divinités de la guerre et de la victoire, et des divinités de la culture de la terre. Nous avons déjà indiqué les transpositions symboliques et même initiatiques auxquelles traditionnellement donna souvent lieu l'acte de cultiver, au point que de nos jours encore le souvenir s'en est gardé dans l'origine du mot culture. Cette conception s'exprime également d'une façon caractéristique dans le fait que la propriété du sol, en tant que propriété privée, fut très souvent un privilège aristocratico-sacré dans les traditions de forme supérieure. Seuls ont droit à la terre ceux qui possèdent des rites au sens spécifiquement patricien déjà exposé, c'est-à-dire ceux qui sont les porteurs vivants d'un élément divin. À Rome, les patresses ou les pâtres, les seigneurs de la lance et du feu sacrificiel, en Égypte les guerriers et les prêtres, et ainsi de suite. Les esclaves, les sans nom et sans tradition ne sont pas habilités pour cette raison même à posséder la terre. Ou bien, comme dans l'antique civilisation aztéco-nahua, deux types distincts et même opposés de propriétés coexistent, l'une aristocratique, héréditaire et différenciée, se transmettant avec la charge, l'autre populaire et plébéienne, et dont le caractère de promiscuité rappelle le mir slave,
opposition qui se retrouve chez diverses autres civilisations et n'est pas sans rapport avec celle qui existe entre le culte ouranien et le culte tellurique. Dans la noblesse traditionnelle s'établissait un rapport mystérieux partant du temple même ou de l'autel situé au milieu de la terre possédée, entre les dieux ou héros de l'agence et cette même terre. C'est à travers ces dieux et en mettant nettement l'accent sur la notion, pas seulement matérielle à l'origine, de possession, de seigneurie, que l'agence se reliait à sa terre, au point que, par une transposition symbolique et peut-être magique aussi, les limites de celle-ci, l'erctum gréco-romain, apparaissaient comme sacrées, fatidiques, inviolables, protégées par des dieux ouraniens de l'ordre, tels que Zeus et Jupiter, comme une équivalence sur un autre plan des limites intérieures de la caste et de la famille noble. On peut donc dire qu'à ce niveau, les limites de la terre, de même que les limites spirituelles des castes, n'étaient pas des limites asservissantes, mais des limites qui préservaient et libéraient. Et l'on peut comprendre pourquoi l'exil correspondait souvent à un châtiment dont la sévérité est difficilement concevable aujourd'hui. C'est presque comme une mort par rapport à l'agence à laquelle on appartenait. Au même ordre d'idées se rattache le fait que l'établissement sur une terre nouvelle, inconnue et sauvage, et sa prise de possession furent considérés dans diverses civilisations du monde de la tradition comme un acte de création, comme une image de l'acte primordial par lequel le chaos fut transformé en cosmos. Non comme un simple acte humain et profane, mais comme une action rituelle et même dans une certaine mesure magique, qui, pensait-on, donnait à une terre et à un espace une forme, en les faisant participer au sacré, en les rendant éminemment vivants et réels. C'est ainsi qu'il existe des exemples de rituels de prise de possession des terres, des conquêtes territoriales, comme dans le Landnama de l'ancienne Islande, ou dans la validation arienne de l'occupation d'un territoire par la création d'un autel du feu. Il est intéressant de constater qu'en Extrême-Orient, l'investiture d'un fief, qui faisait du simple patricien un prince, impliquait entre autres le devoir de maintenir un rite sacrificiel pour ses propres ancêtres divins, devenus protecteurs du territoire, et pour le dieu de cette terre créé par le prince lui-même. Si d'autre part dans l'antique droit arien, l'aîné héritait des biens fonciers, souvent grevés d'une clause d'inaliénabilité, la terre lui appartenait essentiellement en vertu de sa qualité de continuateur du rite familial, de pontifex, qui reprend et ne laisse pas s'éteindre le feu sacré, corps-vie de l'ancêtre divin. L'héritage du rite et celui de la terre formaient ainsi un tout indivisible et chargé de sens. Il convient de mentionner une fois de plus à cet égard l'Odel, ODEL, le mundium des hommes libres nordico-ariens, où l'idée de possession de la terre, de noblesse, de sang guerrier et de culte divin n'apparaissent que comme des aspects différents d'une synthèse indissociable. Dans la prise en charge de la terre ancestrale, il existait traditionnellement un engagement tacite ou express envers elle, presque comme une contrepartie du même devoir envers l'hérédité divine et aristocratique transmise par le sang, qui seul à l'origine avait ouvert le droit à la prospérité, à la propriété. On retrouve les dernières traces de ces conceptions à l'époque de l'Europe féodale. Si le droit de propriété n'y appartient plus à un type d'aristocrate de descendance sacrée et libre, n'ayant que des égaux ou des inférieurs autour de lui, comme dans les formes traditionnelles des origines, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans la constitution la plus ancienne des Germains eux-mêmes. Si l'on descend d'un degré, si c'est surtout une aristocratie guerrière qui devient la principale détentrice du droit à la terre, on requiert toutefois, comme contrepartie d'un tel droit, une capacité de dévouement, sinon à proprement parler, sacrée, du moins supra-individuelle à partir des francs. L'investiture du fief impliqua l'engagement de fidélité du feudateur envers son seigneur, c'est-à-dire cette fidesse qui, ainsi qu'on l'a vu, avait en plus d'une valeur politico-militaire, une valeur héroïco-religieuse, parce qu'elle signifiait aussi une promptitude à la mort et au sacrifice, donc un rattachement à un ordre supérieur, rattachement médiat, parfois sans lumière et non direct, comme dans l'aristocratie sacrée, mais impliquant toujours cependant, en même temps qu'une supériorité virile par rapport à l'élément inférieur et individualiste, tout ce qui découlait de l'éthique de l'honneur.
Ainsi, celui qui ne considère pas l'aspect contingent et historique des institutions, mais la signification dont elles sont susceptibles sur un plan supérieur, peut retrouver dans le régime féodal médiéval, et à la base du droit éminent, des traces de l'idée traditionnelle du privilège aristocratico-sacré de la possession de la terre, de l'idée selon laquelle posséder, être le seigneur d'une terre, droit inhérent aux castes supérieures, est un titre et un devoir non seulement politique mais aussi spirituel. Il convient d'observer enfin que cette interdépendance féodale entre l'état des personnes et l'état des terres eut une signification spéciale. À l'origine, c'est l'état des personnes qui détermina celui des propriétés territoriales. Selon qu'un homme était plus ou moins libre, plus ou moins puissant, la terre qu'il occupait prenait tel ou tel caractère, marqué par exemple par les différents titres de noblesse. L'état des terres reflétait ainsi l'état des personnes. Du reste, le lien issu de cette conception entre l'idée de la seigneurie et celle de la terre devint si intime que souvent par la suite, le signe apparut presque comme la cause, que l'état des personnes fut non seulement indiqué, mais déterminé par celui des terres, et que la condition sociale, les diverses dignités hiérarchiques et aristocratiques se trouvèrent pour ainsi dire incorporées dans le sol. Fustel de Coulanges exprime une idée parfaitement juste lorsqu'il dit que l'apparition du testament, impliquant pour celui qui possède une liberté individualiste de fractionner sa propriété, de la désintégrer en quelque sorte et de la détacher de l'héritage du sang et des normes rigoureuses du droit paternel et de la primogéniture, est une des manifestations caractéristiques de la dégénérescence de l'esprit traditionnel. D'une façon plus générale, il faut dire que lorsque le droit de propriété cesse d'être le privilège des deux castes supérieures et passe aux deux castes inférieures, celles des marchands et des serfs, on se trouve virtuellement devant une régression dans la nature. On rétablit la dépendance de l'homme vis-à-vis de ces esprits de la terre qui, dans l'autre cas, dans le cadre de la traditionnalité solaire des seigneurs du sol, se trouvaient transformés par des présences supérieures en zones d'influence propices, en limites créatrices et préservatrices. La terre, qui peut aussi appartenir à un marchand, vaïcha, les propriétaires de l'ère capitalistique ou bourgeoise, pouvant être considérés comme les équivalents modernes de l'ancienne caste des marchands, ou à un serf, le prolétaire moderne, est une terre profanée. Tel est donc le cas de la terre qui, conformément aux intérêts propres de castes inférieures, qui ont réussi à l'arracher définitivement à l'ancienne caste des seigneurs, ne compte plus que comme un facteur économique à exploiter à outrance, sous tous ses aspects, à l'aide de machines et autres inventions modernes. Mais ce stade une fois atteint, il est naturel que se manifestent les autres symptômes caractéristiques d'une telle descente. La priorité tend sans cesse davantage à passer du domaine individuel au domaine collectif. Parallèlement à la disparition du droit aristocratique sur les terres et à la souveraineté qui exerce sur elles l'économique, apparaît d'abord le nationalisme, puis le socialisme et enfin le bolchevisme communiste. C'est-à-dire qu'on se trouve précisément devant un retour de l'empire du collectif sur l'individuel, inhérent au totémisme, avec lequel se réaffirme aussi la conception collectiviste et hybride de la propriété, propre aux races inférieures, conception présentée sous la forme de l'étatisation, de la socialisation et de la prolétarisation des biens et des terres, comme un dépassement de la propriété privée.